Le centre hospitalier universitaire reprend peu à peu vie. 2 cellules majeures ont repris du service aujourd'hui dans la Tour Sud. Une nouvelle qui ravit le personnel soignant qui semble confiant concernant la restauration du CHU. Et la DIL tente de sensibiliser les acteurs économiques et institutionnels à l'écologie industrielle et territoriale. Un nouveau mode de développement qui permet aux entreprises de réduire leur impact environnemental grâce à l'échange de leurs ressources. Les explications d'Yvan Lemar sont à venir. Stress, anxiété, burn-out, la ville de Lamentin tente de prévenir les maladies liées au monde du travail. La collectivité fait de l'astrophologie. Et enfin, la commune d'agglomération La Riviera du Levant souhaite faire du carnaval un événement festif et fédérateur sur son territoire. Elle vient de mettre en place Carnaval, un label qui a pour ambition de faire rayonner les manifestations carnavalesques organisées justement sur son territoire. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le centre hospitalier universitaire reprend peu à peu vie. La Tour Sud, là où l'incendie s'était déclaré le 28 novembre dernier, a repris en partie ses activités. Ainsi, les soins intensifs en cardiologie, neurologie peuvent à nouveau recevoir des patients. Aujourd'hui, l'établissement a rouvert 22 lits en réanimation. Visite guidée, Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. 3 mois après l'incendie qui affectait une partie de la Tour Sud du CHU, le personnel en cardio et en neurologie reprend peu à peu du service. Nous avons réintégré les locaux la semaine dernière. Donc ça se passe dans les conditions post-crise, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que maintenant, au fur et à mesure, les choses se remettent en place pour qu'on puisse garantir des soins de qualité comme avant l'événement du 28 novembre. Il y a encore des dysfonctionnements, mais je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont... La situation va vraiment se stabiliser. Du côté de la pédiatrie aussi, le service accueille de nouveau ses patients nourrissons. La pédiatrie générale, secteur petits et moyens enfants ont intégré le 9e étage hier. Donc nous avons une capacité d'accueil actuellement de 11 bébés, 11 petits. Donc le déménagement s'est très bien passé avec un personnel très motivé, une direction des soins quand même qui ont un regard quand même sur le déménagement, qui nous ont donné en fait leur accord. Et donc nous sommes contents. Pour le moment, tout se passe bien. Les enfants ont bien été transférés, tout s'est très bien passé au niveau de tout ce qui est gestion des fluides, de la sécurité, tout a été contrôlé. Donc c'est une réintégration qui s'est faite tranquillement, avec sécurité et avec efficacité. Le service pédiatrie devrait donc récupérer à terme sa capacité d'accueil de 16 lits après une vérification de conformité. Par ailleurs, un agent de sécurité incendie effectuera une surveillance régulière de tous les étages en attendant la visite de la commission de sécurité du 24 janvier prochain. Et depuis l'incendie qui a mis en exergue de nombreuses défaillances au sein de l'établissement, les revendications du personnel pour améliorer les conditions de travail ou encore les qualités des soins prodigués se sont multipliées. 1 mois et demi après le terrible incident, comment se sentent ces agents? Ont-ils le sentiment d'avoir été entendus? Parole de soignants, un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. Nous, on travaille avec la direction, les instances, les scrims, tous les jours, tout le temps. Donc on est en communication permanente. Donc pour le fait d'être entendu, oui, avec les gens de proximité, on est vraiment entendu. Après, nous, on est côté médical, donc on n'a pas forcément fait autant de bruit que les équipes paramédicales. Je sais que niveau médical, ça a quand même créé beaucoup de tensions dans l'hôpital et que déjà que c'était pas facile de travailler avant, maintenant c'est encore plus compliqué. Et des revendications naturel dans la mesure où on s'interroge forcément tous sur ce qui s'est passé, les raisons et puis surtout qu'on puisse avoir aussi des réponses pour une assurance que ça ne se reproduira pas. Il y a la motivation, ok, donc le service reprend tout doucement et après pour les revendications, je ne suis pas au courant, mais c'est vrai que on sent que le personnel est, comment dirais-je, sensibilisé à tout ce qui s'est passé aux événements et tout. Donc on voit que les services reprennent petit à petit. Ça commence à bouger, alors entendu, je ne sais pas. Mais ça commence à bouger, ça commence à s'ouvrir, on commence à retrouver nos marques. De toute façon, les agents, je pense, depuis le début, font tout ce qu'ils peuvent faire et tout ce qu'ils doivent faire au chevet des patients. Et nous sommes obligés, à mon instar, de trouver des solutions à chaque problème rencontré sur le terrain et au quotidien. On a vu que le personnel a fait face
le personnel a pu s'organiser et montrer que ce personnel a retenu toutes les leçons des réunions, d'organisation, que faire en cas d'incendie. Donc tout ça, on a eu les réflexes sont revenus, ont été là. On peut dire oui, parce que là, c'est petit à petit. Hein. Parce qu'après, ce là, c'est pas un garage de voiture. Il faut petit à petit faire les choses et pouvoir entrer. Hein. Parce qu'un garage de voiture, on a ramassé un peu d'eau et entrer les voitures. Mais là, il faut vraiment désinfecter de 0 à 1000. Hein. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire que le personnel est entendu, d'autant plus qu'il y a une et le personnel. C'est comme dans toutes les, toujours un décalage entre les soldats sur le terrain et les généraux qui sont au chaud. Voilà. Et si les acteurs économiques et institutionnels réduisaient leur impact environnemental en troquant leurs ressources, c'est l'un des principes de l'écologie industrielle et territoriale, un nouveau mode de développement que tente de démocratiser la DIL. Elle a organisé aujourd'hui un atelier dans ce sens dans ses locaux à Doté-Marabim. Reportage Yvan Lemar. Pour ce séminaire, des représentants des différentes collectivités et associations étaient invités. Objectif, faire comprendre la politique de l'économie circulaire. L'objectif de ces séminaires découle d'une politique publique qui est en cours de déploiement donc, sur le territoire par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui consiste, cette politique, à passer à une économie circulaire à l'horizon de on puise trop dans les ressources de la planète. Il faut arrêter les déchets, il faut réutiliser, il faut valoriser les déchets, c'est-à-dire les remettre dans la fonction, dans le système économique pour en faire de la matière première, le recycler, le valoriser, énergétiquement parlant, pourquoi pas, etc., voire le réutiliser. Plusieurs leviers de l'économie circulaire ont été présentés avec un accent particulier sur le thème de l'écologie industrielle et territoriale. Tout particulièrement aujourd'hui, on présente le levier de l'écologie industrielle et territoriale qui permet aux collectivités, avec leurs déchets, de voir comment on peut réintroduire, mettre des synergies avec la collectivité elle-même d'ailleurs et les entreprises qui sont sur leur territoire. Pour moi, tel produit est un déchet, le réflexe c'est plus de le jeter, c'est de dire à quelqu'un d'autre, une entreprise, une association ou autre, j'ai ce déchet-là, est-ce que ça ne pourrait pas vous intéresser? Et donc l'intérêt de l'écologie industrielle et territoriale, c'est de mettre en contact. Voilà, tout simplement, et c'est ce levier-là, tout précisément aujourd'hui, qui est présenté. Après ce séminaire, d'autres rencontres sont programmées avec différents acteurs économiques. Un membre de l'Institut national de l'économie circulaire viendra en Guadeloupe pour définir la stratégie à mettre en place sur l'archipel en février. Notre invitée ce soir a choisi les bienfaits des plantes locales pour apaiser ses maux et pour en faire profiter le plus grand nombre. Elle a lancé il y a 1 an une application mobile nommée Powaka qui vous dit tout sur les plantes médicinales de chez nous. Demain, elle invite les Guadeloupéens à découvrir ou encore à redécouvrir cet héritage culturel au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre. Rachel Lolia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Powaka, je crois que j'ai un peu écorché le nom de l'application. Pourtant, vous étiez déjà venu sur ce plateau pour présenter cette application lors de son lancement. Le magico-religieux, rituel symbolique des plantes et recettes. C'est l'intitulé de l'atelier de demain qui aura lieu au Mémorial Act de 9h à midi. Pourquoi avez-vous choisi d'associer le magico-religieux aux vertus des plantes médicinales? Alors, c'est pas moi qui ai choisi d'associer le magico-religieux aux plantes, c'est tout simplement relié. Au cours de l'histoire, bien sûr, on a eu cet héritage botanico-culturel qui avait une connexion directe avec les pratiques et les rituels magiques, mais aussi, pour beaucoup, un lien direct avec les pratiques religieuses, puisqu'on le verra demain, on a un héritage qui vient de l'Afrique, des Amérindiens, mais aussi des Européens, avec quelques connotations du christianisme, etc. Donc c'est vraiment un ensemble, un héritage pluriethnique qu'on va présenter demain, avec un rapport direct aux plantes médicinales. Qu'avez-vous envie de montrer aux Guadeloupéens demain? Les plantes ont un pouvoir, des vertus, on le sait. Elles ont été mêlées à une histoire, oui en effet. Pourquoi le perpétuer en fait? Tout simplement parce que c'est un patrimoine immatériel, donc avec une valeur inestimable, et que c'est un devoir pour nous, nouvelle génération, déjà de redynamiser et d'assurer surtout la transmission
C'est vrai qu'on a eu ce gap de génération, c'est-à-dire qu'à l'époque, on s'intéressait pas trop aux pratiques autour des plantes médicinales, etc. Pour autant, nos ancêtres, nos anciens, parfois même très proches, dans mon cas, c'est mon arrière-grand-mère, tout simplement, utilisaient quotidiennement les plantes médicinales. Et donc, on a cette responsabilité d'assurer, de pouvoir perpétuer même cette tradition au fil des générations à venir. Est-ce que vous pourriez justement nous donner un exemple d'une tradition qui a été perdue ou qui est en voie de disparition? Alors comme ça, il y en a tellement. Bon, tout le monde connaît un peu les bains des marées, c'est un peu modifié. Donc là, ça serait de retourner aux sources. Mais par exemple, un des rituels, donc j'ai parlé des bains, c'est vraiment toute la panoplie de bains. Donc les bains par exemple pendant la grossesse, les bains pour les enfants, pour les nouveau-nés, les bains domestiques, les bains du vendredi soir, les bains, les bains pour la maison, etc. Et là, ce n'est qu'un seul rituel. Et nous, on va vraiment essayer de présenter l'ensemble des rituels qui appartiennent donc à ce patrimoine, comme je l'ai dit, et qui est relié directement aux plantes, parce que justement, notre rapport aux plantes a défini beaucoup de ces pratiques et beaucoup de ces croyances. En France hexagonale, comme en Guadeloupe d'ailleurs, la vente des plantes médicinales, celle inscrite à la pharmacopée, est réservée aux pharmaciens. Qu'en est-il pour celle de chez nous? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir qu'on a quelques plantes qui sont rentrées dans la pharmacopée française, donc ça, c'est une bonne nouvelle en soi, puisqu'elle a été à l'issue de longs combats de près de 30 ans quand même, qui a été porté par le docteur Henri Joseph. Il faut savoir que pendant plus de 200 ans, cette pratique-là, en fait tout au moins l'utilisation de nos plantes ont été interdites pendant près de 200 ans. Donc depuis en fait l'époque esclavagiste, où justement dans le Code noir, c'était interdit que les esclaves utilisent les plantes médicinales parce que justement, parmi ces esclaves, il y avait des sorciers, des chamans, etc., qui maîtrisaient très bien le pouvoir des plantes. Et d'ailleurs, la pratique d'empoisonnement était quelque chose de relativement courant. Donc pour limiter tout cela, voire même essayer d'éradiquer tout cela, il était interdit dans le Code noir d'utiliser les plantes pendant 200 ans, donc jusqu'en 2009. Et donc c'est encore aujourd'hui important parce qu'on a tout cet aspect réglementation qu'il faut à chaque fois rappeler, parce qu'on est dans un système français et que l'exercice illégal de pharmacie ou de médecine est passible de prison. Donc ça, c'est aussi très important parce qu'effectivement, il y a l'aspect traditionnel, mais il faut prendre en compte l'aspect réglementation, d'où l'importance d'ailleurs que les professionnels de santé s'intéressent à cette pratique culturelle. Et d'ailleurs, en introduction, on parlera aussi d'ethnomédecine, qu'est-ce que c'est et comment on peut faire de la médecine conventionnelle quelque chose de compatible avec la médecine traditionnelle. Est-ce que les plantes d'ici peuvent justement remplacer les traitements conventionnels selon vous? Alors je ne dirais pas remplacer, puisque chaque cas est particulier, notamment en cas de maladie chronique, en cas de cancer, etc. Mais ce n'est pas impossible, puisque dans beaucoup de civilisations, notamment l'héritage maya ou alors à Cuba, au Brésil, etc., ou en Afrique, ce sont des choses qui sont vérifiées, validées, qui ne sont pas forcément acceptées dans le système français, mais ce n'est pas impossible. Et nous, en tant que Caribéens, avec tout cet héritage, toute cette biodiversité, comment on souhaite se positionner, je pense que ce sont surtout des enjeux d'avenir et qu'il est intéressant de se poser les questions et de les aborder. Rachel Lollier, on voit sur le marché notamment les produits pour les cheveux naturels, tous ces produits à base de plantes fabriquées de façon artisanale. Que valent-ils réellement? Sont-ils efficaces? Alors je ne saurais pas juger de leur efficacité, mais par contre je pense qu'il est nécessaire quand même d'être relativement prudent parce que ça reste quand même des produits qui ont un impact direct sur la santé, parce que souvent on les administre à travers la peau. Et donc à ce moment d'ailleurs on avait fait une conférence sur la peau et la santé de la peau par les plantes. Je pense qu'il y a nécessité là encore à développer quelque chose, notamment en termes de formation. C'est un marché à mettre en place qui est très intéressant d'ailleurs, qui permet de développer des filières à partir de nos ressources naturelles, mais pour autant il faut les structurer et donc des formations par exemple qui peuvent être dispensées par des ingénieurs en cosmétique, par toute la réglementation, mais aussi avoir des notions de toxicologie. Voilà, ce sont pour moi, des points ou des axes. Manier les remèdes rasés, mais avec précaution. Exactement. Il y a nécessité à structurer les choses, structurer la filière, d'autant plus qu'on est en face à un regain d'intérêt pour ces plantes médicinales. Il faut faire les choses, il faut faire des choses innovantes, mais il ne faut pas faire n'importe quoi.
Voilà. Rachel Lelia, merci d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que la conférence aura lieu demain matin au Mémorial Act sur les vertus des plantes médicinales et leur lien avec le magico-religieux. La nature impose ses lois, on l'a vu en Martinique et aussi à Mayotte, cette rivière qui traverse le centre-ville de la commune. Cet après-midi, reportage, Guy Raphaël Ronier, on regarde ensemble son reportage. Plus de peur que de mal, au Gré. Vers 20h30, l'alerte est déclenchée. Environ 300 personnes des 3 quartiers les plus proches de la rivière sont évacuées. Fallait voir ça, hein? Ça faisait peur. On était debout là. On a commencé à voir la boue arriver. C'est vraiment fait à voir. Niveau wash, là, nous à descendre. Mais heureusement, bon Dieu, il peut arrêter 10 minutes qu'à couler. Parce que si tu arrêtes 10 minutes qu'à couler, ça te fait nous mal. Tout le monde a dit, si tu es qui n'est pas. Est-ce qu'il y a un danger si nous ne sommes pas ni ponta? Parce que regardant la gel arriver à manière remplie, si c'était petit pour c'est porté de porter. Et dis bon Dieu merci, on ne t'en pas nous ponta. Revenue chez elle au petit matin, Camille fait partie des habitants qui ont dû quitter leur logement. On était au restaurant Mélodie, on nous a évacués là-bas. Il y avait peut-être une quinzaine de personnes. J'ai pas dormi moi-même, mais il y a des gens qui ont dormi. De temps en temps, il y avait des responsables qui venaient nous voir et nous donner des nouvelles ou qui téléphonaient. Il y a des gens qui sont restés chez eux. Par exemple, le monsieur en face, monsieur Silly, il est resté chez lui. Plusieurs signaux d'alerte ont été donnés hier soir entre 19h15 et un peu plus tard que minuit. Le dispositif de sécurité et d'évacuation a bien fonctionné. On a eu au départ quelques curieux qui voulaient absolument voir le spectacle du lard. Hein, et là, je ne peux que déconseiller aux gens de venir, ça n'est pas un spectacle. Au final, tout est rentré dans l'ordre et les choses se sont très bien passées dans l'ensemble. Bien évidemment, l'école est fermée aujourd'hui. Nous maintenons le dispositif. Alors, nous avons levé le dispositif d'évacuation, parce que c'est pour permettre aux gens de souffler, dans la mesure où nous avons l'information qui laisse penser qu'il n'y aura pas tellement de précipitations dans la journée, mais par contre ce soir, oui. Ce matin, une délégation constituée du BRGM, de la directrice de l'Observatoire volcanologique et du préfet ont survolé les flancs de la Pelée. Il s'agissait d'évaluer la situation en amont de la commune. Il reste encore beaucoup de dépôts en... Ceux d'hier soir? Alors ça, on n'est pas capable de le dire à l'avance, à la force qu'auront les prochains événements. Ça dépend directement de l'intensité pluvieuse qu'on va avoir dans les prochains jours. Plus tard, la délégation préfectorale ainsi que les pompiers ont fait le point sur les événements de la soirée avec les représentants de la municipalité, notamment sur le dispositif d'hébergement en prévision d'une nouvelle évacuation. Une grosse partie de ces personnes-là, en réalité, sont logées chez des habitants, des voisins, de la famille. Deuxièmement, on a fait un tour de table aujourd'hui, une réunion de travail pour essayer d'améliorer les choses. Le maire a indiqué qu'il avait pris un certain nombre de mesures complémentaires. Ce que je voudrais indiquer aussi, c'est que s'agissant de l'évacuation, tout le monde s'accorde à dire que ça s'est bien passé, ça s'est passé comme nous l'avions prévu. Il y avait eu une réunion d'organiser pour bien prévoir les choses et ça a pu se faire dans le calme et dans les temps impartis. C'est ça le plus important. Donc maintenant, il faut maintenir cette posture d'alerte. Un week-end qui s'annonce mouvementé aux prêcheurs puisque de fortes précipitations sont prévues samedi et dimanche. Cet après-midi, un premier curage d'urgence a eu lieu de façon à limiter les risques pour les heures à venir. Stress, anxiété, burn-out, la ville de Lamentin tente de prévenir les maladies liées au monde du travail. La collectivité a lancé une série de séminaires pour favoriser le bien-être de ses agents. Focus ce soir sur la sophrologie avec Linda Kersi. Mieux respirer, se relaxer, autant d'exercices pour apprendre à mieux gérer son stress. Je me sens bien, très important ces moments de partage, de séminaires, d'ateliers qui nous permet en quelque sorte d'avancer au travail. Surcharge de travail, difficulté à concilier vie professionnelle et personnelle, nombreux sont les facteurs de stress. Un instant de détente, même de 3, 4 minutes, 5 minutes par jour, permet vraiment de ressourcer le corps et l'esprit. C'est vraiment un moment de calme dans lequel on est centré sur ses sensations corporelles pour justement apprécier ce qu'on est en tant qu'être humain. Bref, le stress, un mal du siècle qui peut conduire parfois au burn-out, un épuisement professionnel qui ronge de nombreux salariés.
Mais on parle aussi de burn-out familial, de burn-out conjugal. C'est en fait la somme des choses que nous accumulons, de choses à faire dans la journée, qui fait que nous arrivons à un épuisement de l'organisme. Si nous ne reconnaissons pas cet épuisement-là, eh bien nous arrivons au burn-out. Le corps ne veut plus se lever pour aller travailler ou pour faire quoi que ce soit. Reste aujourd'hui la prévention pour déjouer les effets néfastes du stress. C'est vraiment le lancement de tout un plan sur le mieux vivre au travail, où on va travailler sur la question de la bienveillance, sur la question de la gestion du stress. Donc aujourd'hui c'était un petit déjeuner thématique, mais nous avons aussi prévu des séminaires, des ateliers, des séances de coaching. La thématique du séminaire porte sur le management bienveillant pour là aussi favoriser le bien-être au travail. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, le champion Teddy Riner de passage au pays à l'occasion de l'inauguration du hall intercommunal à Goyave qui portera son nom. Et puis nous nous baladerons en toc-toc dans les rues de Pointe-à-Pitre pour redécouvrir le charme de cette ville. Chaque année, chaque groupe carnavalesque souhaite faire la différence. Désormais, les collectivités aussi s'y mettent. La communauté d'agglomération, la Riviera du Levant, a pour ambition de fédérer ses parades. Elle vient de créer le label Carnaval. Le détail avec Linda Kayarsi. Mutualiser la communication, les moyens ainsi que les offres touristiques pour faire du carnaval un événement festif et fédérateur. Un seul label, Carnaval. Qui s'articule autour de plusieurs objectifs qui ont été acceptés par les comités organisateurs, qui reprend l'esprit d'une communication globale, une programmation qui se veut complémentaire, des identités propres à chaque parade dans chaque ville, un événement qui se veut éco-citoyen également et bien sûr attractif pour toute la population venant de Guadeloupe et d'ailleurs. 6 objectifs donc pour un carnaval commun et un développement économique, touristique et territorial de la Riviera du Levant. Et bien sûr, la programmation est à la hauteur de l'événement. Dès ce week-end 13 et 14 janvier à la ville de Sainte-Anne, sous le thème du massemblage. Donc il y aura un village samedi matin et dimanche à partir de 15h, le rendez-vous pour la parade de Sainte-Anne. Ensuite, il se poursuivra la semaine prochaine à Gosier, dans le traditionnel Gosierval. Ensuite, on ira faire un tour au niveau de la Désir. Son label, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, s'attelle à donner une visibilité culturelle au carnaval de Guadeloupe, au-delà de ses frontières. Et lui fait briller les couleurs de notre région, au-delà de nos frontières. Teddy Riner, 10 fois champion du monde de judoka, invité par la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre pour l'inauguration du hall intercommunal qui portera son nom, est arrivé cet après-midi en Guadeloupe où une foule immense l'attendait. Reportage Yvan Lemar. Teddy Riner est arrivé cet après-midi vers 15h. Le champion aura un hall des sports qui portera son nom, une fierté pour le Guadeloupéen. C'est une fierté pour moi, mais moi je veux que ça serve à justement promouvoir les athlètes, les sportifs et la jeunesse guadeloupéenne pour atteindre des objectifs sportifs, pour qu'ils puissent demain eux aussi se dire que moi aussi je vais être champion, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui on est dans un... C'est important de le dire parce que la jeunesse, qu'elle soit guadeloupéenne ou la jeunesse actuelle, pense que tout leur est dû. Et moi, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour arriver à ce que j'ai réussi à faire, moi, champion du monde plusieurs fois, le renouveler, c'est du travail. C'est pas arrivé comme ça, c'est pas parce que j'ai un grand gabarit. Souvent on me dit ouais mais t'es le plus grand. C'est faux. C'est pas parce que je suis le plus grand, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait à l'entraînement, c'est parce que je fais marcher ma tête. Le sportif aujourd'hui, c'est pas juste être fort, c'est être intelligent, c'est savoir se placer au moment, c'est savoir faire ce qu'il faut à l'entraînement. Et c'est ce que j'aimerais faire comprendre à cette jeunesse guadeloupéenne, à ces jeunes qui vont fouler les sols de ce complexe sportif, que ici on est là pour s'entraîner. Bien sûr, ça reste ludique. Il y a le côté ludique, mais il y a le côté aussi promouvoir le haut niveau, promouvoir l'excellence, promouvoir les rêves de chacun. Au-delà de cette inauguration, le champion du monde voudrait réellement s'investir. Je ferai venir mon académie et forcément j'inviterai tous les jeunes judokas à venir pendant une semaine en stage avec moi pour qu'on puisse avancer, échanger et pour passer un bon moment de convivialité et surtout moi de détecter les graines de chambon pour que je puisse les accompagner et surtout les envoyer vers les différentes structures de haut niveau dans le monde. Et puis tout à l'heure j'ai échangé avec mes compatriotes, c'est que moi
j'ai un projet sur la Guadeloupe, c'est de monter aussi un club omnisport. Ça va se faire dans le temps, mais c'est mon devoir d'avoir une section omnisport. Et pas juste avoir un club de judo, non. Je me dois d'avoir un club omnisport pour qu'on puisse détecter les graines et surtout qu'on puisse les orienter au mieux. L'inauguration du nouvel intercommunal Teddy Riner est prévue demain à Goyave. Et autre star en visite non loin de la Guadeloupe, l'astronaute Thomas Pesquet est de passage en Guyane, venu visiter le centre spatial guyanais. Il est aussi allé à la rencontre de la jeunesse guyanaise. Pierre Tréfou l'a accompagné. On regarde son reportage. Après avoir survolé la Guyane à bord de la station internationale, vers sa mission de 6 mois, les astronautes sont venus à la conférence organisée par le Centre national d'études spatiales. Il est super, sa conférence était extraordinaire, ça fait rêver tout le monde, ça c'est sûr. Et il est top, il a plein d'humour, il s'intéresse à tout le monde et voilà, il nous partage vraiment ce qu'il a vécu, avec toutes ses émotions et vraiment c'est top. L'astronaute de 39 ans a eu le plaisir de rencontrer les élèves du village de Trois-Palétuviers, près de Saint-Georges, avec lesquels il avait discuté lors de sa mission. Mais le retour sur Terre a un coût. Une starification à laquelle les astronautes ne sont pas préparés. Moi, je pense que ça fait partie du boulot, mais on ne me donne pas le temps de le faire. Je veux dire, je le fais sur mon temps libre, soyons clairs. À bord de la station spatiale, on n'a pas du temps pour faire les photos, on n'a pas du temps pour tweeter. On fait ça le soir, on fait ça le week-end, on fait ça le dimanche. Et puis voilà, ça a marché peut-être un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Je t'avoue qu'en partant, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. C'était ma première mission, je savais que j'allais faire de mon mieux. Et puis aujourd'hui, voilà, les gens ont adhéré, ont suivi ça. Tant mieux si c'est pour que ça ait des conséquences positives. Moi, je parle beaucoup d'éducation, de protection de l'environnement, de recherche, de science. Donc si ces messages-là, ils passent, si le prix à payer pour ça, c'est de ne pas pouvoir prendre un café tranquille en terrasse avec ses amis, voilà, je suis prêt à le payer. Sa nouvelle mission est donc de faire découvrir l'aérospatial au public, mais aussi et surtout de le sensibiliser sur l'écologie. C'est tout bêtement comprendre que la Terre c'est un grand vaisseau spatial, qu'on est tous sur le même bateau. C'est la manière la plus simple de le dire, mais en même temps je pense la plus parlante. C'est de se dire que l'expérience qu'on a nous à bord de la station spatiale, en fait on est tous en train collectivement d'avoir la même sur Terre. On est tous l'équipage d'un grand vaisseau spatial qui est parti dans un voyage intersidéral. Et ce vaisseau spatial, il faut l'entretenir, il faut économiser les ressources de la même manière qu'on le fait à bord de la station spatiale. On n'a pas choisi l'équipage, c'est certain. Que ce soit là-haut ou ici sur Terre, mais on n'a pas le choix. Si on veut que le voyage continue à durer dans les meilleures conditions possibles, il faut faire ce qu'il faut pour ça, et ça se fait pas tout seul. Voilà. Donc c'est la leçon que nous on apprend. Thomas Pesquet s'est envolé cet après-midi pour Toulouse pour donner de nouvelles conférences. Sa prochaine mission sera de passer sa certification pour devenir pilote d'Airbus A310. Et si les acteurs, justement, il est désormais, possible de se balader en tuk-tuk, comme en Indonésie, dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'est l'entreprise Pousse Pousse qui a lancé ce véhicule électrique et également décapotable. Anne-Elisabeth Arsène et Moïse aujourd'hui. Pour une balade en tuk-tuk, c'est désormais possible chez nous pour un petit tour de Pointe-à-Pitre en pousse-pousse électrique. À travers la ville, à travers les musées, à travers les maisons créoles, les places, les églises aussi qu'on fait visiter, le Mémorial Act aussi, on arrive à faire des balades jusque là-bas. On propose vraiment des balades en plusieurs langues. On a des pilotes ou des copilotes qui parlent anglais, français, espagnol, italien et aussi créole pour nos amis martiniquais et même guadeloupéens. Les touristes, quand ils descendent, quelquefois ils viennent en famille. Donc on se retrouvait un peu coincé pour pouvoir transporter les familles. Et aussi, c'est pour pouvoir répondre aussi à une demande de la population locale. Pour Elvira, en escale dans la ville, c'est l'occasion pour elle de découvrir Pointe-à-Pitre différemment. C'est très joli, écologique, et qui conduit. Rencontrer cette voiture qui Pousse-Pousse s'appelle. Oui, très confortable. Surtout pour moi, que je n'aime pas des sièges durs, c'est comme un sofa. La balade façon tuk-tuk dure entre 30 et 45 minutes, du port au marché aux épices, en passant par les rues mythiques de la cité pointoise. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et à Carac-aux-Abîmes. Des coupures sont prévues ce samedi également pour le Gosier dès 18h avec un retour à la normale prévu le lendemain
à 6h du matin. Demain, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous au local de Nation à Aigues-Marron, à l'assainissement aux Abîmes de 9h à 13h30. Et puis le lundi prochain, le rendez-vous aura lieu à l'entrée du campus de Fouilleul à Pointe-à-Pitre de 8h à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 60 11 11. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 12 janvier. Nous l'avons vu, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Abîmes reprend peu à peu vie. 2 services majeurs ont repris du service aujourd'hui, celui de la cardiologie et de la neurologie dans la Tour Sud. Une nouvelle qui ravit le personnel soignant qui se veut optimiste. Et la DIL tente de sensibiliser les acteurs économiques et institutionnels à l'écologie industrielle et territoriale. Il s'agit d'un nouveau mode de développement qui permet aux entreprises de réduire leur impact environnemental grâce à l'échange de leurs ressources. Et puis stress, anxiété, burn-out, la ville de Lamentin tente de prévenir les maladies liées au monde du travail. La communauté d'Aggloire du Levant souhaite faire du carnaval un événement festif et fédérateur sur son territoire. Elle vient de lancer pour se démarquer un label nommé CAL. Merci d'avoir choisi ATV. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. On se retrouve lundi à 18h47.